Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette table ronde, chercher le minuscule. Je me présente, je suis Natacha Triou, je suis productrice à France Culture et j'anime l'émission qui s'appelle La Science CQFD, tous les jours, du lundi au jeudi, de 16h à 17h. C'est une émission de vulgarisation scientifique et donc je suis très contente d'être à vos côtés et avec ce beau plateau. Alors tout au long de cette heure, on vous propose un voyage dans l'infiniment petit et une exploration des grandes questions que ce voyage pose. On va plonger au cœur de la matière pour voir de quoi est peuplé le monde de l'infinitésimal. Nous verrons aussi que plus un objet est imperceptible, plus les moyens, plus les instruments nécessaires pour le mettre en évidence sont gigantesques, que finalement l'étude de l'infiniment petit permet de mieux comprendre l'infiniment grand. À mes côtés, 4 explorateurs de la matière. Nathalie Besson, bonjour. Vous êtes physicienne, chef du département des physiques des particules à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CEA. Yves Serrois, bonjour. Vous êtes physicien en physique des particules, directeur de recherche au CNRS, directeur de laboratoire Le Prince Ringuet à l'École Polytechnique et membre de la collaboration CMS qui a fait la découverte du boson de Higgs. Marine van der Broek, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne nucléaire, vous étudiez la structure des noyaux au CEA et à l'IRFU. Et à vos côtés, Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CEA, du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière et producteur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture. Alors ça me semble important de raconter ce que vous faites. La recherche fondamentale, elle touche au fondement de l'existence, de la matière et de l'histoire de l'univers. Mais pour commencer, tout d'abord, Étienne Klein, le premier à vous y coller, de quoi est peuplé le monde de l'infiniment petit si on doit imaginer un zoom dans la matière? Vous ouvrez le bal. En fait, c'est un peu la conférence que j'ai faite tout à l'heure. Tout est parti de l'idée de l'atome. L'atome, étymologiquement, désigne un objet qu'on ne peut pas couper, qui est insécable, qui est compact, qui ne contient pas de vide, qu'on peut pas séparer en parties. Ça a été l'objet de débats très très longs entre, disons, le 5e siècle avant Jésus-Christ et le début du 20e, date à laquelle on a démontré expérimentalement que l'atome existe, et assez rapidement, on a découvert que l'atome, finalement, trahit son étymologie, et qu'en fait, il n'a aucune des propriétés qui avaient été imaginées par ceux qui l'avaient pensé initialement, à savoir les Grecs de l'Antiquité. L'atome, en fait, il est composite, il est constitué d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Le noyau lui-même est constitué de particules, protons, neutrons, qui eux-mêmes sont constitués d'autres particules. Et donc, quand on descend l'escalier de l'être, comme aurait dit Bachelard, on tombe sur des structures de plus en plus petites, même si je pense qu'on le discutera, la notion de taille d'un objet de cette sorte est une notion pas du tout évidente. Parler de la taille d'un électron, de la taille d'un proton, c'est pas toujours simple. Mais il y a comme ça l'idée que, dans le niveau le plus fondamental, on devrait tomber sur des structures, des entités élémentaires. Élémentaire ne veut pas forcément dire simple. C'est pas parce que c'est élémentaire que c'est simple. Et c'est cette quête-là que mes collègues poursuivent avec des moyens énormes. Voilà. Je pense qu'on pourrait donner des idées de taille, même si c'est impropre de parler de taille pour certaines particules. Parce que là, ici, il y a plusieurs échelles qui sont représentées. Donc, Étienne, tu parlais de l'atome. Marine, son objet d'étude. Je te laisse finir. C'est le noyau. Le fameux noyau au cœur de l'atome dont a parlé Étienne, qui est composé de protons et de neutrons, donc appelés généralement nucléons. Les protons sont chargés positivement et les neutrons sont neutres. Et un élément du fameux tableau périodique des éléments est caractérisé par son nombre de protons. Donc en fait, un noyau avec un proton, ce sera un hydrogène. Un noyau avec 2 protons, ce sera un hélium. Voilà, donc suivant toutes les cases du tableau périodique des éléments, on arrive jusqu'à un noyau qui s'appelle l'oganesson, qui a 118 protons. Voilà. Alors si on doit, pour continuer sur cet atome qui a longtemps été considéré comme la brique élémentaire, comment on se représente un atome? Il y a plusieurs façons de se le représenter. Alors la première description, en fait, elle a été faite par Thomson, où on sait maintenant que c'est plus ça, parce qu'on vient de le décrire autrement, mais il le représentait à l'époque comme un pudding aux prunes, le plum pudding, le fameux plum pudding. On avait une mélasse chargée positivement avec des petits électrons à l'intérieur.
Et donc ça, c'était la représentation au début du XXe siècle, mais l'expérience de Rutherford a permis de mettre en évidence un cœur dur, chargé positivement, qui tenait tout petit, très dense, qui tenait toute la charge positive du noyau. Et donc on est arrivé à cette description avec un noyau central autour duquel gravitent des électrons. Mais là encore, c'est un schéma assez classique, finalement. On sait que c'est bien plus complexe que ça, et notamment avec l'arrivée de la physique quantique, où il a fallu modéliser cet atome autrement. Et Étienne, cet atome avec Erwin Schrödinger qui propose un autre modèle. En fait, il y a eu plein de modèles, mais ce qui est intéressant, c'est que dès que vous dessinez un atome, alors en fonction des époques, vous le ferez de telle ou telle manière. Par exemple, on avait imaginé que l'atome, c'était l'équivalent microscopique, disons, d'un système planétaire, comme le système solaire, avec le noyau qui fait office de soleil et les électrons qui font office de planète. D'ailleurs, quand tu dis ça gravite, le mot gravitation fait croire que les électrons sont attirés gravitationnellement par le noyau. En fait, c'est la force électrique qui est responsable de cette attraction, en tout cas dans ces modèles. Puis on s'est rendu compte que la notion de trajectoire pour un électron, ça ne va pas. Donc on a changé de dessin, on est passé au modèle de Bohr, comme on dit, du nom d'un physicien qui l'a proposé en 1913. Et puis, de fil en aiguille, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois que vous dessinez l'atome, que ce soit celui d'hydrogène ou un autre, il y a toujours un argument de physique quantique qui vient vous dire que votre dessin est faux. Et donc, l'atome, c'est ce qui reste quand vous allez démontrer que tous les dessins que vous en faites sont faux. Comment se représenter ce qui ne peut pas être représenté? Si, parce qu'il y a des équations qui prennent le relais. Des équations voilà. Qui permettent en effet de se représenter, c'est le formalisme. Alors pour continuer à descendre cet escalier de lettres, comme disait Bachelard, si on plonge encore un peu plus dans la matière, Nathalie Besson, donc on trouve des particules élémentaires. Je peux vous demander de poursuivre voilà, cette autopsie quand on regarde l'intérieur d'un noyau atomique. On vient de le faire un peu, mais voilà, comment ça s'organise tout ça? Alors, dans un noyau, Marie l'a dit, c'est des protons et des neutrons. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est beaucoup trop gros. Ces trucs-là sont faits essentiellement de ce qu'on appelle des quarks. Ah, là, on arrive dans l'élémentaire, qui tiennent entre eux en échangeant des gluons. Alors, si je le regarde de très, 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 très loin, le proton, c'est essentiellement, je vais me planter Yves, 2 quarks up et 1 quark D, c'est ça? Donc, mais avec tout un tas d'autres quarks qui arrivent, et des gluons, etc. Donc là, on est dans l'élémentaire. Alors, ces particules-là, moi, c'est pas du tout ma physique, c'est plus Marine qui connaît la physique qui est derrière cet agglomérat de particules élémentaires. Mais par contre, les protons, je les aime bien parce que c'est ceux dont je me sers au LHC pour produire des particules élémentaires massives et rigolotes, comme les bosons de Higgs. Donc là dans le noyau, j'ai atteint l'élémentaire avec les quarks, les gluons, etc. Et puis l'électron aussi est une particule élémentaire, celle qui orbite, c'est bien orbite, non? Autour du noyau. Yves Sirois, dans ces particules subatomiques, on parle généralement de 2 grandes catégories de particules, celles qui sont les supports de la matière, les fermions, et les particules qui seraient le support des interactions et des énergies qui sont les bosons. Oui, mais on arrive justement à peut-être l'autre façon de regarder les échelles, parce que pour l'instant, on a parlé toujours de quelque chose qui est comme une espèce de poupée russe, et ça donne l'image qui est à peu près correcte, mais qui donne l'impression que on peut l'oublier parce que ça concerne le minuscule et voilà. C'est pas vraiment le cas. En fait, il y a des interactions. Donc les fermions, c'est des particules ils portent une propriété quantique qu'on appelle le spin 1,5. Les fermions et les bosons, ils portent un spin 1. On appelle ça des bosons vecteurs. Ils transportent l'interaction. Et en fait, on connaît 3 interactions quantiques: l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction nucléaire forte. Et en fait, quand on parlait tantôt de l'atome, c'est la découverte de la mécanique quantique, mais c'est aussi la découverte des interactions, c'est-à-dire que l'interaction électromagnétique ne peut pas suffire à décrire un atome. Et elle pose plein de problèmes aussi sur des concepts comme les concepts de la masse, les concepts de l'inertie. Et on a dû donc faire appel à d'autres interactions, l'interaction nucléaire pour la cohérence du noyau, l'interaction faible qui est responsable de l'instabilité en fait de toute la matière. Et en fait, les morceaux qui sont stables, c'est les plus légers, et c'est vraiment par chance. On est ici par chance, soit dit en passant, parce que l'interaction faible affecte toutes les particules sans exception, tous sont instables. Et nous, ce qu'on fait au LHC, c'est qu'on produit ces particules éphémères, on les fait apparaître, et en faisant apparaître ces particules éphémères, on est capable d'aller sonder la matière à des températures plus élevées
qui nous font remonter un petit peu à la matière dans les premiers instants de l'univers. C'est un peu ça l'idée. Pour nous, c'est peut-être moins la structure, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, mais un peu plus la façon dont les interactions fonctionnent et comment les interactions sont apparues, comment la matière est apparue dans l'univers. Pourquoi on est là aujourd'hui, par exemple. Soit dit en passant, on en parlera peut-être tantôt, mais c'est assez fascinant et on est là de façon très, très improbable. On va y venir dans quelques instants. En tout cas, le boson le plus connu, c'est le photon. Il me semble que vous avez une jolie anagramme, Étienne, sur les particules élémentaires. Ah oui, non, c'est l'anagramme de... Faut que je m'en souvienne. Mais c'est un piège, c'est brutal. C'est et les particules élémentaires tissèrent l'espace et la lumière. Voilà, et ça c'est assez beau parce que ça nous dit quand même un peu la suite de cette Et aussi l'accélérateur de particules dont vient de parler Yves. L'accélérateur de particules a pour anagramme éclipsera l'éclat du créateur. Ça laisse... Sur le photon, c'est particulièrement joli parce que ça sert aussi chez Einstein à définir la notion même d'espace et de temps dans les transformations relativistes. C'est joli. Alors, quelles sont les plus petites particules connues à ce jour, Nathalie Besson? Et hop, le piège. Alors, en l'occurrence, mathématiquement, une particule élémentaire n'a pas de dimension. Donc, toutes les élémentaires du modèle standard, elles ont la même taille, pas de taille. Maintenant, évidemment, quand je vais les regarder, les détecter, faire quelque chose avec, je vais me heurter à des... comment je vais dire ça? Par exemple, on parle du rayon de charge de l'électron. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour aller sonder un électron, détecter un électron, je vais l'attaquer par l'interaction, par exemple, électromagnétique. Et je vais me perdre. L'électron ayant une charge, une autre particule chargée qui va s'approcher va être repoussée ou attirée. Et par exemple, si elle est repoussée, elle ne va pas pouvoir s'approcher infiniment du point mathématique sans dimension qu'est l'électron. Ça va me définir une taille de l'électron. Non, je ne rentre pas dans le vide quantique. Ça va me définir une taille de l'électron qui est une taille expérimentale en quelque sorte. Donc il y a des limites expérimentales qui nous permettent de définir des trucs comme le rayon de charge de l'électron. Mais sinon, soyons précis et mathématiques, toutes les particules élémentaires sont sans dimension, pas de taille. Un petit mot sur la taille, juste pour donner un exemple. On a parlé d'électromagnétisme tantôt. L'énergie contenue dans le champ autour d'un électron est infinie. En fait, parce que s'il est ponctuel, si on calcule la quantité d'énergie contenue dans le champ, elle est infinie. En fait, si on calcule la taille d'un électron pour qu'on puisse y mettre l'équivalent de sa masse, il faudrait que l'électron à peu près ait 1/1000 de la taille d'un noyau, ce qui n'est pas idiot a priori, mais ce principe-là ne marche pas quand on essaie de l'appliquer pour nous. Étienne Klein, on ne peut pas donc penser qu'il y a encore un niveau en dessous dans l'infiniment petit? En fait, on peut tout imaginer. Mais la question, c'est est-ce que ce qu'on imagine est vrai? Et comment est-ce qu'on vérifie que ce qu'on imagine correspond à la réalité? Puis il y a une autre question qui est un peu symétrique de celle-ci, c'est est-ce que ce qui est vrai est imaginable? Voilà. Et les physiciens, c'est des gens qui, parfois, ils font des conjectures, ils posent des hypothèses, ils voient leurs conséquences. Et là, on vient de parler de 3 forces. Et en effet, quand on étudie les particules, avec les instruments qui ont été décrits, il y a 3 forces à considérer, les 2 forces nucléaires, faible, forte, et puis la force électromagnétique. Mais on sait tous qu'il y a dans la nature une autre interaction, une 4e qui s'appelle la gravitation, qui n'est pas mise dans les modèles théoriques qu'on utilise pour décrire les particules. C'est pas gênant parce que la gravitation est une force beaucoup moins intense que les autres et donc on peut la négliger dans beaucoup de situations. Mais dans l'univers primordial, ce que je viens de dire devient faux. Et donc les gens essaient de décrire l'univers d'avant le mur de Planck en unifiant les 4 interactions qui, à cette époque-là, jouaient ensemble des rôles équivalents. Et donc, ils posent des hypothèses, par exemple que l'espace-temps a plus que 4 dimensions, que les particules sont des supercordes, ou bien qu'il y a un vide quantique qui a telle ou telle propriété. Et ça donne des prédictions qui sont différentes selon les modèles. Et un des buts, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est de trouver des expériences permettant de discriminer parmi ces différentes hypothèses. Ce qui demande beaucoup d'énergie, puisque, comme l'a dit Yves, si on veut connaître les phénomènes physiques qui se déroulaient dans l'univers primordial, il faut créer des collisions
dont l'énergie soit telle qu'elle permette de reproduire les très fortes températures, très fortes densités qui existaient alors. Et ça demande un soutien du contribuable. Hein. C'est des grosses machines. Juste pour la température, quand on parle de température, c'est que dans un gaz quelconque, l'énergie moyenne d'une molécule, c'est proportionnel à la température. En fait, ce qu'on appelle température, c'est une mesure d'énergie moyenne d'une particule. Donc, quand on transcrit ça au début de l'univers, c'est simplement une équivalence énergie-température, c'est un facteur proportionnel, c'est tout simple, E égale constante de Boltzmann fois la température, et on peut donc associer à une énergie une température initiale. LHC, dont on a parlé, le grand collisionnaire à Genève, on atteint des températures de 10 puissance 18 degrés Kelvin, donc 1 milliard de degrés, dans un volume qui est très petit, qui est le volume de collision proton-proton. Et c'est comme ça qu'on fait cette équivalence. Ensuite, cette énergie, il y a aussi l'équivalence E égale mc2, donc on peut transformer cette énergie en matière-antimatière et là, créer tout ce qui existe. Quand vous parlez d'aller plus loin dans l'échelle, en fait, vous sous-entendez qu'il y aurait un intérêt à trouver une sous-structure. Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment. On voit un intérêt à trouver d'autres choses, mais on ne voit pas d'intérêt à trouver une sous-structure parce que ce qu'on appelle qu'on parlait tantôt de fermions, de bosons, l'électromagnétisme, la force nucléaire, tout ça, c'est des particules qui sont liées aux forces fondamentales. Et on les connaît, les trois forces fondamentales, et on n'a pas d'évidence qu'il y ait besoin d'autres forces fondamentales. Le problème a changé de nature un petit peu. On ne s'intéresse plus vraiment à aller plus petit. C'est pas une poupée russe où on va plus loin. On s'intéresse à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Les questions qu'on pose sont presque philosophiques maintenant. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? On a des éléments de réponse qu'on n'avait pas avant. On pensait que c'était une question qui n'était pas du domaine de la science. Maintenant, c'est devenu du domaine de la science. En tout cas, pour conclure sur cette idée d'infiniment petit, Nathalie Besson, quand on parle d'infiniment petit, c'est presque une façon un peu abusive de dire les choses. On ne peut pas descendre plus bas qu'une certaine échelle. Enfin, il n'y a pas d'illimité. Encore une question piège, j'adore. En fait, l'infiniment petit, c'est un argument de vente, comme on dit l'infiniment grand pour l'univers. Ça fait bien. Encore une fois, il y a les limites expérimentales. Hein. Je peux aller aussi loin que je peux avec la machine que j'ai. Comme le disait Yves, c'est surtout une question d'énergie plutôt que de taille. Il y a une relation. Hein. On a parlé hier avec Alain Aspect de la dualité onde-corpuscule. D'accord, il y a une énergie entre échelle de taille, une relation entre échelle de taille et longueur d'onde. Donc, il y a une relation entre taille et énergie. Bon, bref, ça existe. Mais la question va plus se poser en taille. Et puis, il y a une question connexe, je pense, qui sous-tendait un peu les réponses d'Étienne et d'Yves. C'est la question aussi de modélisation. On ne peut pas aller y voir avec nos yeux, donc quelque part, on fait des modèles. Et là, c'est intéressant parce que le plus petit possible de chacun n'est pas le même. Et là, je voudrais redonner la parole à Marine, par exemple. Ce qu'elle étudie, elle, pour moi, c'est monstrueux, soyons clairs. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais pour Marine, si je ne me trompe pas, selon le phénomène que tu étudies, le noyau, tu le modéliseras plutôt comme composite ou plutôt comme un état entier, une goutte. Oui. En fait, je voulais rebondir en effet sur cette... parce que là, tel qu'on l'a défini, tel qu'on a parlé des trois interactions quantiques, on a l'impression qu'elles sont très bien définies et qu'on les connaît très bien, alors, ce qui est en partie vrai. Mais pour l'interaction forte, moi j'ai mis un bémol. C'est-à-dire que l'interaction forte, on la connaît très bien dans le domaine des particules. Elle a une théorie qui est très bien définie, qui est la chromodynamique quantique. Mais aujourd'hui, en physique nucléaire, la complexité, c'est que j'ai parlé du nombre de protons et de neutrons. Et les noyaux, ils peuvent avoir... le plus petit, c'est l'hydrogène, il a 1 proton. Et le plus gros, l'organisme, c'est 294 somme des protons et des neutrons. Il faut qu'on arrive à décrire avec la même théorie, un objectif, ce serait d'arriver à décrire avec la même théorie la structure de tous ces noyaux. Donc on a 300 noyaux connus, à peu près 300 noyaux stables, 3000 noyaux connus, 5 à 7000 encore à découvrir, et il faut qu'on trouve une théorie qui est capable de décrire tous ces noyaux. La théorie, on sait que nos nucléons ils tiennent ensemble grâce à l'interaction forte. On sait que cette interaction qui décrit le noyau, c'est une résultante de l'interaction forte décrite par la QCD, mais aujourd'hui, on n'a pas une description unique pour tous ces noyaux. Et là, je le parle d'un point de vue microscopique, mais certaines propriétés du noyau, comme en effet, il peut être très très gros, peuvent être aussi très bien décrites par la mécanique classique. Donc on a l'espèce d'interface entre deux mondes, le très microscopique des particules et le plutôt macroscopique, où le système noyau pourrait être décrit statistiquement.
Et on a un modèle qui est vieux, qui s'appelle le modèle de la goutte liquide, où on modélise le noyau comme une goutte de liquide chargée incompressible, qui décrit très bien certaines propriétés du noyau. Donc en fait, laisser supposer qu'on connaît très bien les 3 interactions, il y a un petit doute quand même, à cause de cette échelle. Étienne. Non, mais quand j'écoute ton conversation, je me dis que finalement, la descente analytique, c'est-à-dire on part du haut, on va vers des niveaux de plus en plus petits, comme on l'a expliqué, elle a vraiment bien marché. C'est-à-dire que entre l'atome qu'on découvre en 1906 et aujourd'hui, on a gagné 15 ordres de grandeur sur les 10 ordres de grandeur sur la taille des objets. Donc la descente analytique, elle a été vraiment féconde. Et en descendant, on trouve de nouvelles particules, etc. Par contre, c'est ce dont tu parles, la remontée synthétique, elle est difficile, et pour l'instant, elle est dans une sorte d'échec relatif. Il n'y a qu'à voir l'espèce d'indifférence que ces 2 jeunes femmes manifestent l'une pour l'autre. Elle dit, tout ce que tu fais, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas mon niveau. On est Elle pile aux dit, échelles. vos quarks, j'en ai rien à battre parce que pas. moi je regarde les nucléons et la structure des nucléons m'indiffère. Ça veut dire qu'il y a une forme d'étanchéité des outils théoriques qu'on utilise dans les différentes échelles. Et donc, alors que historiquement, il y avait quand même l'idée que dès qu'on aurait trouvé les constituants fondamentaux de la matière, on pourrait décrire avec les mêmes concepts la matière à toutes les échelles. Et ça, pour l'instant, c'est pas réussi. Alors oui, Je vais juste rajouter un petit mot, parce que ça rejoint à un moment donné la question que je pense que tout le monde se pose tous les matins. En tout cas, moi, je me la suis posée souvent. Quand j'étais petit, c'est pourquoi il n'y a pas des noyaux aussi gros que la planète, par exemple. Pourquoi il n'y a pas des noyaux aussi gros que les étoiles. Pourquoi on ne peut pas continuer à empiler des neutrons et des protons? La réponse, c'est ce qu'on a discuté tantôt, c'est qu'il y a l'interaction faible, et cette interaction faible, elle n'aime pas la matière stable, et dès que le neutron est relativement mal attaché à l'atome, au noyau, il se désintègre, et d'ailleurs, même le proton se désintègre dans des noyaux très lourds. Et en fait, le neutron est juste un petit peu plus lourd que le proton, ce qui empêche le proton de se désintégrer quand il est tout seul. Sinon, il n'y aurait juste pas de matière, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas d'êtres humains, ni personne. Et ce petit facteur-là, cette petite différence, c'est vraiment un facteur chance. Si on fait des calculs, c'est un peu par hasard que ça marche, sinon ça ne tient pas du tout. Donc, dans ces gros noyaux, moi, j'y trouve un intérêt, en tout cas, quand j'arrive vers les noyaux très lourds, parce que dans cette instabilité, il y a quelque chose d'extrêmement fondamental dans l'organisation de l'univers. Pour parler justement maintenant des technologies, pour explorer justement et sonder la matière, le LHC, le grand tunnel souterrain près de Genève, ça c'est un géant qui est sous la montagne, qui mesure 27 km de long. C'est un accélérateur de particules dans lequel on fait entrer en collision donc des particules. Nathalie Besson, est-ce que là il faut à peu près 10 000 milliards de collisions proton-proton pour avoir la chance de voir un boson se produire, c'est ça? C'est 10 milliards, je crois. 10 000 milliards de collisions? 10 000, il me semble. 10 000, ok. 10 milliards, il me semble. 10 milliards en tout cas, on parle d'événements extrêmement rares. 10 puissance 10, ouais, donc c'est très rare, oui. En fait, la mécanique quantique, elle nous dit... en fait, quand on fait une collision de protons, on va créer des nouvelles particules. Alors, il y a peut-être qui m'ont écouté parler il n'y a pas longtemps, là. Je le redis quand même parce que c'est hyper important. On parle de collision, et c'est un mot en particulier quand je discute avec les enfants. Collision, ils imaginent collision comme des carambolages de voitures. C'est pas bon ça, parce que dans les carambolages de voitures, il y a évidemment des trucs qui sont éjectés, mais ce qui est éjecté, c'est des bouts de voiture. C'est préexistant dans la voiture, c'est un volant, un pneu, je sais pas quoi. Quand on fait, là, on est en mécanique quantique. Donc quand on va faire des collisions de particules, elles vont disparaître. Annihilation, dit-on, et on va avoir création de nouvelles particules, mais vraiment création. La petite image que le CERN emploie pour bien fixer les idées, c'est au LHC, on accélère des fraises des bois, on fait collisionner des fraises des bois et on obtient des bananes. On est d'accord, la banane, elle n'était pas dans la fraise des bois, c'est pas un débris de fraise des bois. Donc déjà, du coup j'ai perdu le fil, mais on crée des nouvelles particules. C'était quoi, Natacha? Je suis perdue. C'était par rapport à justement au process. Et donc comme je suis en mécanique quantique, la mécanique quantique, elle me dit pas, je ne sais pas a priori, lors d'une collision, quelle particule va être créée. En revanche, je sais avec quelle probabilité telle ou telle particule va être créée. Et on sait calculer ces probabilités avec notre super théorie qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Et pour le boson de Higgs, c'est très rare. Donc on peut calculer qu'au LHC, en gros, on a une chance sur 10 milliards lors d'une collision de produire un boson de Higgs. Effectivement, les bosons de Higgs à produire, c'est pas de la tarte. Ouais. On a plus de chances de gagner au loto presque. Mais en termes de probabilité, vous, Marine van der Broek, avec ces objets plus gros que sont les atomes, vous
balancer des atomes, des noyaux d'atomes les uns contre les autres, c'est ça? Alors j'ai aussi besoin d'un accélérateur, effectivement, Oui. mais un peu moins puissant que le LHC. Moi, typiquement, un endroit où je fais mes expériences, c'est le Ganil. On a la chance en Normandie d'avoir un très bel accélérateur d'ions qui vont nous permettre de faire des collisions de noyaux. Collision, alors nous, on a une énergie, on n'est pas à 99,999, je ne sais plus combien de 9 tu mets derrière ta virgule, 9 derrière la virgule % de la vitesse de la lumière. Nous, max au Ganil, on va à peu près à 1/3 de la vitesse de la lumière, ce que je trouve déjà pas mal, honnêtement. Moi, le 1/3 de la vitesse de la lumière, il me suffit à venir approcher des noyaux l'un à côté de l'autre et de faire transférer des protons, des neutrons l'un à l'autre pour créer de nouveaux noyaux que je vais pouvoir étudier sous de nouvelles facettes qu'on va envoyer dans des détecteurs pour en comprendre la structure. Vous cherchez finalement les limites d'existence des noyaux? C'est une des études de la structure du noyau, exactement. C'est les limites d'existence. Alors, limites d'existence en nombre de protons et neutrons, c'est-à-dire que on va parler d'isotopes, c'est-à-dire que, par exemple, l'oxygène stable que l'on connaît le plus, c'est l'oxygène 16. Il a 8 protons, 8 neutrons. Mais on sait aujourd'hui que, par exemple, on peut aller jusqu'à l'oxygène 28, c'est-à-dire qu'il a 20 neutrons et 8 protons, pardon. Apparemment, c'est une découverte. J'ai appris ça en allant écouter la présentation d'Antoine Lemasson juste ici avant, découverte de août dernier, où on a mis la limite côté riche en neutrons. On cherche également la limite en masse, les noyaux les plus lourds. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé de Logan et Son. On cherche à pousser cette limite. Quelle quantité de matière on peut mettre ensemble de sorte à ce que le noyau reste stable. Voilà, ça, c'est un des axes de recherche. Vous êtes un tracker de bosons. Pendant plus de 20 ans, vous avez traqué le boson de Higgs dans le grand collisionneur de particules d'Ursène. Vous êtes donc un des co-découvreurs. Le boson de Higgs, c'est quelque chose qui a été prédit en 1964, ça a été découvert en 2012. Pourquoi ça traque, c'était quelque chose de si important? Le boson de Higgs, en fait, c'est un objet très, très particulier. Fondamentalement, l'élément clé, l'élément fondamental, c'est qu'il a une... je vais dire des mots un peu savants, mais je vais expliquer après. Il a une valeur moyenne non nulle dans le vide. C'est-à-dire, vous enlevez tout, absolument tout. Vous enlevez toute la matière, vous enlevez la totalité de toutes les planètes, de tout ce qu'il y a dans l'univers. Il reste une énergie. Cette énergie, elle est associée au boson au champ de Higgs, c'est-à-dire c'est le quanta associé à un champ, et ce champ a une valeur non nulle dans le vide. Donc, il donne à quelque part une structure au vide. Et en fait, les particules, c'est un peu ce qui se passe. En fait, les particules interagissent avec le vide. C'est comme un point de terminaison à quelque part, et c'est de cette façon-là qu'elles acquièrent une masse. Quand ce champ est apparu au début de l'univers, l'univers était en expansion accélérée à cause d'un champ de Higgs prime. C'est exactement le même. On appelle ça un champ scalaire. Le champ de Higgs, il a cette propriété extraordinaire de produire de la gravitation négative. Il fait de la pression négative sur la gravitation. Donc, vous le mettez dans un univers vide et chou, ça se développe à une vitesse exponentielle spontanément. Et ça se développe et ça se refroidit. Là apparaît celui que l'on connaît aujourd'hui. Celui que l'on voit aujourd'hui dans notre laboratoire, c'est le résultat de cette transition qui s'est produite dans les premiers instants au début de l'univers. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très profond. C'est extraordinaire quand on y pense, parce qu'on disait 1 sur 1 milliard, mais ça, c'est 1 sur 1 milliard de les produire. Il faut encore les voir. Et nous, il faut en produire quelques centaines de milliards pour en voir un, parce que la plupart des autres se désintègrent dans des voies qui sont relativement difficiles ou impossibles à observer. Donc, il y a déjà toute une expérience pour réussir à les observer. Et donc, il a une importance sur la structure de l'univers, au début de l'univers. Et l'autre chose, c'est qu'il donne les interactions que l'on connaît. Par exemple, on parlait de la charge électrique. La charge électrique, sans le champ de Higgs, n'existe pas. Elle a commencé à exister à l'instant dans l'univers où le champ de Higgs est apparu. Avant, il y avait quelque chose, mais c'était autre chose. Quand le champ de Higgs est apparu, l'interaction électromagnétique est apparue telle qu'on la connaît. L'intensité de l'interaction électromagnétique apparaît à cet instant-là. C'est là qu'apparaît le photon avec le couplage à la charge tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est là qu'apparaît l'interaction faible qui fait que ces noyaux lourds finissent toujours par se désintégrer. C'est là qu'apparaît la radioactivité, etc., etc. Donc, tous ces éléments de la physique moderne viennent finalement de ce c'est un boson, c'est mélangeant parce que tantôt on a parlé de boson qui véhicule les interactions. En fait, c'est un objet très spécial. Du point de vue quantique, il a un spin zéro, ce qu'on appelle un spin zéro, donc c'est un scalaire.
Un champ scalaire, c'est le premier découvert. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment profond dans l'histoire de l'univers. Nathalie Besson, vous aussi, vous avez participé à la découverte du boson de Higgs. Est-ce que vous aussi, vous aurez une définition à compléter pour définir ce qu'est le boson de Higgs? Non, là, je suis scotchée parce que Yves, je crois qu'il a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le boson de Higgs. Donc voilà. Mais enfin, je ne sais pas comment aussi se représenter un boson. Enfin, là, par exemple, vous nous avez fait une très belle allégorie entre des fraises et des bananes. Je ne sais pas comment. Ah oui, bah alors là, c'est une banane très rare. Voilà, c'est une de ces rares bananes qu'on a de temps en temps. Parce qu'Étienne, tantôt, parlait il a osé aborder la mécanique quantique. Donc, on va aller jusqu'au bout. Et en haut, là-bas, il a parlé d'échelle de Planck. Et en fait, quand on prend les constantes fondamentales, on peut calculer une masse. Et on trouve 10 à puissance 19. 10 puissance 19 fois la masse d'un proton, essentiellement, arrondir un petit peu. Donc ça, c'est une échelle fondamentale qui existe, l'échelle de Planck, où les théories s'écroulent. Au-delà de ça, on ne sait pas aller plus loin que ça. C'est on appelle ça le mur de Planck. Il se trouve que la mécanique quantique, il n'y a rien qui nous dit dans la théorie qu'elle s'arrête. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle s'arrête à quelque part. Donc on pense que la mécanique quantique est valable jusqu'à l'échelle de Planck. Mais à l'échelle de Planck, si je fais une fluctuation quantique, je peux générer un trou noir. Et le boson de Higgs, il a la malheureuse idée de sentir, de vibrer à toutes les valeurs de masse qui l'excèdent. S'il y a une fluctuation quantique à l'échelle de Planck, le boson de Higgs, vloum, il part à l'échelle de Planck. Et on ne sait pas pourquoi il est en bas là-bas. Et en fait, quand on calcule la probabilité qu'il soit ici plutôt qu'en haut là-bas à l'échelle de Planck, on trouve 10 puissance 33, 10 puissance moins 33 à peu près. Donc il y a des milliardièmes. La probabilité que les choses soient comme elles sont est en gros virtuellement nulle. Elle ne devrait pas être comme ça. Alors là, Yves a dit des choses très compliquées mais très justes. Et je peux résumer ça avec les mots de Fabiola Genotti, qui est maintenant la directrice générale du CERN et qui, quand on a découvert le boson de Higgs, a dit « Nature has been kind to us ». Autrement dit, la nature a été vachement gentille avec nous. Et pourquoi elle a dit ça? Parce que pour découvrir le boson de Higgs, le modèle n'était pas capable de prédire la masse du boson de Higgs, on ne savait pas où la chercher. Ce qu'on savait, c'est que les collisionneurs précédents ne l'avaient pas vu, donc il fallait monter à plus haute énergie. Mais à quelle plus haute énergie? Bon. Et donc, il aurait très bien pu... S'il avait été à très très haute énergie, il aurait pu échapper au LHC. Et la masse qu'a le boson de Higgs, c'est coup de bol pour tout un tas de choses. Comme vient de le dire Yves, c'est très improbable. Et en plus de ça, c'était sympa pour nous, parce que du coup, on a pu le découvrir au LHC. Donc la nature, elle est sympa. Elle est sympa, mais Fabiola le dit devant la presse, la planète entière. Hein. Ce truc a été publié, donc elle doit être gentille. Et le vrai truc, c'est que la nature est malicieuse. Hein. Elle nous a mis le boson exactement là où on ne voulait pas l'avoir. Hein. Parce qu'un peu plus léger, on avait une théorie pour stabiliser cette valeur de masse à l'échelle faible qu'on appelle la supersymétrie. Et un peu plus lourde, on avait une théorie qui était valable jusqu'à l'échelle de Planck. On avait en gros fini le boulot. Elle est tombée exactement pile poil dans une petite fenêtre, juste entre les deux. Et là, on est dans le noir total. On ne sait absolument plus où aller. Donc ça, on n'a pas le droit de le dire, pas le droit de le citer. Ceci dit, la vérité, c'est qu'on a été extrêmement surpris par cette valeur de masse. Et c'est la plus improbable qu'on puisse imaginer. Étienne... Non, mais c'est marrant comment les physiciens parlent de la nature. Vous dites la nature a été sympa parce que du coup, elle a choisi une valeur de la masse parmi toutes celles possibles qui permet qu'on la détecte. Donc ça donne des prix Nobel. Mais elle est vache parce qu'elle a trouvé, ou plutôt elle a choisi une valeur où on n'y comprend rien. D'accord ? Et en résumé, ça donne on ne comprend pas ce que découvrent les prix Nobel, en fait. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, avec cette détection du boson, on comprend donc l'origine de la masse, de toute la masse qui nous entoure, de cette table, de vous. J'imagine que cette détection, ça a dû être un moment hyper intense en 2012. Oui, non, effectivement, parce qu'au moment où on fait cette découverte, on a fait ce chemin qui part En fait, la physique, j'encourage tout le monde à s'y mettre un petit peu. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est cumulatif. Et c'est cumulatif depuis les premières civilisations historiques, depuis les anciens Grecs. Et tout ça nous emmène, à quelque part, il y a un côté inévitable. C'est-à-dire que chaque étape nous emmène un petit peu plus loin. Et c'est vraiment l'intégrale de la totalité de toutes ces connaissances qui nous disent, tiens, il doit exister là quelque chose qui est le signal qu'il y a une structure dans le vide qui a fait apparaître la matière à tel instant. C'était un millième de milliardième après le Big Bang, à un instant bien précis, tout ça. Donc, ce truc-là, on le sait au moment où on fait la découverte. Et c'est assez bouleversant, en fait. Ouais, moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette physique, c'est que
non seulement elle décrit les phénomènes qui sont connus, mais en plus, si on prend au sérieux les équations, elles disent qu'il est nécessaire, si elles sont vraies, qu'il existe des choses qu'on n'a pas encore vues. Le boson de Higgs, c'est un exemple, mais avant, il y avait eu d'autres exemples. Les bosons intermédiaires, on n'en a pas parlé, mais peu importe. C'est plus que descriptif, c'est prédictif. Ça dit il doit exister, si la théorie est cohérente, tel objet qu'on n'a jamais vu, du coup on le cherche, et le plus souvent on le trouve. On dit ça du modèle standard de la physique des particules qui est basé sur la mécanique quantique, mais la relativité générale d'Einstein, c'est la même chose. Einstein l'a publié en 1915. En 1915, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers par rapport à aujourd'hui? Quasiment rien. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas d'où vient que des étoiles brillent. Bon, en 1915, voilà. Et un siècle plus tard, et même plus d'un siècle plus tard, quand on fait de la cosmologie, c'est toujours les équations d'Einstein qui ont permis de prédire les ondes gravitationnelles détectées en 2016 pour la première fois, les trous noirs, etc., les pulsars, d'une certaine façon. Et ça, c'est que ça interroge quand même sur ce qu'on appelle par ailleurs l'efficacité des mathématiques en physique. Qu'est-ce qui fait que les équations, en tout cas certaines, permettent de comprendre ce qu'il y a dans le monde? Et c'est une question assez mystérieuse, mais on est obligé de se la poser, sans être capable d'y répondre, mais on est obligé de se la poser parce que le Higgs, dont vous avez parlé, à part la masse qui était impossible à prévoir, pour le reste, ces autres propriétés, elles ont été mesurées égales à celles qui avaient été prédites. Il faut juste dire qu'il résout techniquement tous les problèmes de la théorie. Techniquement, il nous permet, nous, de poursuivre l'aventure vers les plus hautes énergies et continuer cette physique des particules. Donc, il sauve quelque part la théorie, mais les théoriciens, moi, 2 jours avant l'annonce, me disaient qu'ils pariaient que ça ne pouvait pas exister à la masse où on la recherchait. Ils étaient sûrs et certains pour les raisons qu'on a dit avant, parce que, en fait, c'est très joli, ça résout tous les problèmes, mais ça pose des problèmes qui viennent ensuite se greffer par-dessus, qui sont absolument considérables. Un des plus gros problèmes que ça pose, par exemple, c'est que la masse, elle est telle que quand je la mélange à la masse du quark le plus lourd, qu'on appelle le quark top, ces deux-là quantiquement interagissent les uns avec les autres. Et en fait, le vide, juste le vide, devient instable avant l'échelle de Planck. Et ça veut dire que le vide peut disparaître. Techniquement, c'est possible. Il peut et doit disparaître d'une certaine façon avant l'échelle de Planck. Et c'est un peu gênant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une bulle de vide qui apparaît quelque part, ça s'étend à la vitesse de la lumière, l'univers disparaît, c'est fini. Bon, la probabilité que ça se produise est très faible. C'est 10 puissance moins 180. Donc, c'est un nombre énormément petit, c'est gigantescoïdement petit, donc ça ne va pas se produire. Mais le seul fait de penser que le vide, ce n'est pas un truc qui est éternel en soi. C'est un truc qui est dérangeant, philosophiquement en tout cas, c'est dérangeant. Donc, la masse est vraiment très particulière. Pour toutes ces raisons, les théoriciens disaient ça ne peut pas être là. N'importe où ailleurs, mais pas là. Et ça résout tous les problèmes, mais ça crée des problèmes conceptuels, philosophiques, absolument considérables. Mais ça montre aussi toute l'importance dans l'histoire de la physique, justement, des allers-retours entre théorie et expérience. Et d'ailleurs, Nathalie Besson, pour bien mettre en perspective pourquoi c'est si important cette découverte, c'est qu'aussi la découverte du boson de Higgs, ça nous permet aussi de mieux comprendre, d'expliquer ce qui s'est passé aux tout premiers instants de l'univers. Ça aussi, on peut... Yves en a parlé un petit peu. Hein. Le mécanisme de Higgs, c'est ce qui fait que la physique maintenant est telle qu'elle est. Avant, les équations telles qu'on les utilise, elles n'existent juste pas, enfin, elles n'ont pas de sens. Donc, le mécanisme de Higgs, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'univers. Et du coup, maintenant qu'on a découvert le boson de Higgs, on a très envie d'aller voir ce qui s'est passé au tout début de l'univers. Et pour ça, on est un tout petit peu embêté, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait qu'un seul messager qui était le photon. C'était tous les rayonnements électromagnétiques qu'on recevait de l'univers qui étaient les messagers de ce qui s'était passé dans l'univers. Et maintenant qu'on a découvert les ondes gravitationnelles, qui, elles, sont... l'univers leur est transparent depuis le début de son existence, contrairement à ce qui se passait avec les photons. Eh ben, on a alors dit vite comme ça, c'est waouh, ça veut dire ouais chouette, en étudiant les ondes gravitationnelles, je vais comprendre ce qui s'est passé au début de l'univers. C'est un raccourci, vous n'imaginez même pas. Néanmoins, ça nous donne un nouveau messager qui va nous permettre d'aller voir ce qui s'est passé au moment de la mise en place du mécanisme de Higgs. Il pourrait y avoir eu des conséquences gravitationnelles à ce moment-là qu'on pourrait détecter maintenant. Côté physique nucléaire, vous, Marine van der Broek, les réactions nucléaires, ça permet aussi de comprendre comment les atomes se sont formés
Depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui? Alors, depuis le Big Bang, là, j'avoue que je ne suis pas une experte. Moi, je démarre un peu plus loin. Mais par contre, oui, en fait, la connexion entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, elle est là aussi en nucléaire, avec tout un domaine, notamment de la physique nucléaire, qui s'appelle l'astrophysique nucléaire. Parce qu'en fait, les noyaux, s'ils sont là et qui nous constituent, c'est qu'ils ont été fabriqués quelque part avant, et ce avant, c'est dans les étoiles. Et donc dans les étoiles, on a des réactions de fusion successives qui permettent de fabriquer des noyaux de plus en plus lourds. On a des processus violents comme des explosions de supernovas qui permettent éventuellement, mais il y a plein de schémas à l'étude, de fabriquer des noyaux plus lourds que le fer, parce qu'a priori dans les étoiles, on s'arrête au fer. Donc la connexion entre infiniment grand et infiniment petit, elle est là. Et là aussi dans d'autres facettes. Par exemple, il y a une de mes activités que j'aime bien raconter parce que je trouve qu'elle est assez... elle se comprend bien. Une des facettes du noyau que j'étudie, moi, c'est sa capacité à se comprimer. C'est-à-dire que, toujours auprès des accélérateurs, là, je vais donner de l'énergie à mon noyau, je vais le faire rentrer en vibration, je vais le faire se comprimer, se dilater, se comprimer, se dilater, mais on voit bien qu'on ne peut pas le comprimer plus qu'une certaine énergie, quoi. Et en fait, sonder en laboratoire l'énergie de vibration de ce noyau, ça me permet en fait ça me permet de contraindre l'incompressibilité de la matière nucléaire. Et cette incompressibilité de la matière nucléaire, c'est exactement la même que celle qui explique le rebond lors d'une explosion de supernova. C'est-à-dire qu'une étoile en fin de vie, la matière, elle s'effondre sur elle-même et elle rebondit. C'est la fameuse explosion de supernova. Et elle rebondit. Pourquoi ? Parce qu'on atteint cette incompressibilité. Donc oui, il y a encore cette connexion vraiment entre infiniment petit et infiniment grand, aussi à l'échelle du nucléaire. Et Natacha, je peux poser une question du coup ? Parce que je suis curieuse. Oui. Et est-ce que tu arrives aux étoiles à neutrons ? Oui, alors ça, franchement, c'est une excellente question. On s'est rendu compte... Alors ça, c'est très, très, très préliminaire, parce que ça reste à... Il y a encore beaucoup d'études, mais il y a des modèles qui prédisent que ce mode de vibration, dans les noyaux riches en neutrons, dans les noyaux riches en neutrons, en fait, ce mode de vibration, il se décline, il se duplique. On a un mode de vibration standard qui est exactement le même que dans les noyaux stables, et un mode de vibration plus lent. Et les modèles nous disent que ce mode de vibration plus lent, il serait dominé par les neutrons. Donc, en fait, en sondant mon mode de compression-dilatation dans les noyaux plus riches en neutrons, je vais aller sonder mes deux fréquences, la fréquence normale, qui est l'incompressibilité de la matière globalement symétrique, et l'incompressibilité de la matière plus riche en neutrons, la même que dans mes étoiles à neutrons. Étienne Klein, je voulais aussi... Pour les étoiles à neutrons, juste rajouter sur les étoiles à neutrons, je pensais que tu allais en parler peut-être. On a parlé des ondes gravitationnelles, on a parlé des étoiles à neutrons. Les ondes gravitationnelles, on les observe avec des collisions de trous noirs. Soit dit en passant, il y a des trous noirs partout. On en compte beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Il y a même des trous noirs vagabonds qui se promènent un petit peu partout dans l'univers. Et il se trouve qu'il y a aussi des collisions d'étoiles à neutrons, et on en a observé. Et ces collisions d'étoiles à neutrons, c'est assez extraordinaire parce qu'on a trouvé que ces collisions produisaient des noyaux lourds. Certains des noyaux lourds qui sont, par exemple, essentiels à la survie de l'humain. On a des noyaux lourds, on en a quelques-uns, mais qui nous permettent de vivre, qu'on a adoptés plus ou moins par l'évolution. Et ces noyaux sont produits dans des collisions d'étoiles à neutrons. On a longtemps pensé que c'était des supernovas. Ce n'est pas des supernovas, c'est des étoiles à neutrons. Et les collisions d'étoiles à neutrons, il y en a suffisamment pour produire ces... Et ça, c'est quelque chose... C'est l'autre sujet qui, pour moi, rend passionnant la physique nucléaire. C'est que la production des noyaux, des éléments du tableau de Mendeleïev, disons, la production des éléments atomiques par les collisions d'étoiles ou par les explosions d'étoiles, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant. Ça, c'est très récent. Et c'est vrai que ce côté multimessager, on est en plein dedans en ce moment. Et ça donne un nouvel angle d'attaque, en fait, pour la physique nucléaire. C'est de regarder ce qu'on a dans la détection de ces ondes gravitationnelles, en fait. Parce qu'on a aussi des traces de noyaux dans ce qu'on observe des ondes gravitationnelles. En fait, c'est super ces allers-retours entre Cosmos et physique atomique. Enfin, c'est des liens et des échanges qui sont assez fructueux. C'est pour ça qu'on est souvent dans les mêmes instituts. Parce qu'on n'a pas trop abordé la technologie un petit peu via les accélérateurs, mais on partage aussi beaucoup d'un point de vue technique. C'est-à-dire que
les technologies qu'on a auprès des accélérateurs, les détecteurs, il y a beaucoup en commun d'un point de vue technique aussi. Je reviens sur cette découverte du boson de Higgs, Nathalie Besson. La découverte du boson de Higgs, c'est la fin d'un voyage, mais c'est aussi le début d'un autre. Qu'est-ce que ça ouvre comme grande question? Quelles sont les perspectives après cette découverte? Alors déjà, moi, c'est une découverte qui m'a probablement rendue schizophrène pendant un tout petit moment, parce que j'avais à la fois envie de faire des sauts périlleux partout. Le modèle standard, c'est une théorie mathématique conçue juste par l'être humain, voilà, avec des maths. C'est un édifice mathématique qu'on a mis une centaine d'années à construire, à valider par l'expérience. Et c'est beau, nom d'un chien, et on arrive à expliquer tout l'univers connu au niveau fondamental avec cette théorie. Et donc moi, je trouvais ça juste extraordinaire qu'on soit arrivé à cette théorie complète, valide, robuste, prédictive, comme disait Étienne. Donc il y avait ce côté waouh, puis l'autre côté flûte, ça marche. Et donc nous, on aimerait bien savoir maintenant où est-ce que ça marche pas. Parce que ce truc génial, le modèle standard de la physique des particules, brillamment, vraiment brillamment, c'est-à-dire il fait ça très bien, il explique brillamment 5% du contenu en énergie de l'univers. Et donc on a encore un petit peu de boulot pour comprendre ce qu'il y a dans l'univers. Il y a une grosse proportion, c'est de l'énergie noire, perso, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas la seule. Et une grosse proportion, c'est de la matière noire, et on cherche. Et pour l'instant, on étudie les candidats, mais on n'a toujours pas d'explication non plus. Donc, ça, à la fois c'est très satisfaisant, puis à la fois maintenant on se retrousse les manches parce qu'on sait que c'est pas le modèle standard qui va expliquer tout ça, il faut aller voir au-delà. Mais d'un autre côté, la découverte du boson de Higgs, ça nous ouvre aussi tout un tas de perspectives parce qu'on a une nouvelle particule à étudier qui elle-même peut être sensible à des effets de nouvelles physiques, enfin ce qu'on appelle les observables, les paramètres qu'on va pouvoir mesurer concernant le boson de Higgs dans nos expériences sont sensibles à ce qui de la nouvelle physique potentielle. Et donc, en l'étudiant, lui, qui est une nouvelle particule, donc ça ouvre tout un nouveau champ de physique, on va pouvoir peut-être tester des nouveaux modèles. Donc ça c'est bien, ça nous fait une nouvelle... De la même façon que quand on observait pour la première fois les ondes gravitationnelles, waouh, on a un nouveau messager à étudier. Juste rajouter à ça, là, ce qu'elle dit est absolument juste, et c'est un angle, il y a un autre angle, en tout cas, qui est que le morceau qu'on a ajouté, en fait, c'est comme comment on dit en français, un patch. Hein, c'est quelque chose qu'on a ajouté, en fait. Le modèle standard, dans les principes fondamentaux, il n'y a pas le boson de Higgs, il n'y a pas le champ de Higgs. Il y a quelque chose qui doit briser les symétries, mais ça peut être autre chose. Encore une fois, tantôt, j'ai dit, moi, les théoriciens, ils étaient certains que ce n'était pas ça. Hein. Donc, le fait que ça a été choisi par la nature est assez étonnant, même si ça résout tous les problèmes. Tout le monde dit, on va bien le trouver, ça résout les problèmes. Mais c'est étonnant. Et en fait, c'est ad hoc, c'est mis à la main à quelque part. Et la forme de ce qui est mis dans la théorie pour expliquer l'origine de la masse, l'origine des interactions, elle dépend d'un paramètre qui nous reste à mesurer, c'est la façon dont le boson se couple à lui-même. Le boson, en fait, il est hermaphrodite. Il s'auto-reproduit. C'est la seule particule qui fait ça. D'autres particules, deux gluons peuvent donner un gluon, mais ce n'est pas le même gluon. Il n'y a pas la même couleur, etc. La seule particule qui peut explicitement, parfaitement se reproduire et se reproduire lui-même, c'est le boson de Higgs. On appelle ça l'autocouplage. Et cet autocouplage, c'est vraiment fondamentalement ce qui détermine cette structure du vide dont on a parlé plus tôt. Et ça, on va le mesurer. Et en fait, l'objectif, s'il y a une raison pour laquelle on est tous fanatiques à continuer à mesurer, c'est pour exactement aller chercher cet autocouplage-là. Il se trouve que la théorie nous dit qu'il doit être à telle valeur et si tout va bien, on va le trouver là. Mais en fait, on est capable de construire des théories où il est différent par un facteur 100, par un facteur 1000. Ça pourrait être complètement surprenant. Donc ça reste à voir. Il est pas impossible que dans 10 ans, dans 20 ans, on ait une description des premiers instants de l'univers qui soit complètement différente de celle qu'on a, parce on a parlé de problèmes dans la masse qui est par rapport à l'échelle de Planck. Il y a deux grands problèmes, si on veut résumer toute la physique aux deux plus grands problèmes qui soient. Il y a ce problème-là, que la masse du boson de Higgs n'a rien à faire là, elle devrait être à l'échelle de Planck. Et l'autre, c'est la constante cosmologique, c'est-à-dire que l'expansion de l'univers est très proche de zéro. Et en fait, si on modifie la quantité de matière au début de l'univers par un chouïa, mais une poussière, ça change complètement la destinée de l'univers. Et en fait, c'est quelque chose de fascinant. On ne comprend pas pourquoi cette constante cosmologique est égale à zéro. J'ai dit tantôt que le champ
scalaire, ça repousse, c'est une gravité négative, c'est un effet répulsif. Donc, il y a un lien qu'on ne connaît pas. Certains pensent que le champ de Higgs serait aussi à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers, mais il faut pour ça un couplage à la courbure de l'espace-temps d'Einstein. Et ça, c'est un couplage très, très bizarre qu'on n'arrive pas vraiment à faire tenir dans la théorie. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment étrange là, et ça va être sondé dans les prochaines années. On a parlé d'ondes gravitationnelles, ben, j'ai parlé, moi, du vide. Et quand l'univers est apparu, le champ de Higgs n'était pas partout en même temps. Il est apparu ici, un peu là, et tout ça doit se reconnecter ensemble. Ça fait des bulles de vide qui rentrent en collision les unes avec les autres et qui peuvent générer des ondes gravitationnelles qui sont des ondes gravitationnelles du début de l'univers qu'on pourrait observer dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc, il y a plein de nouveaux champs d'action en plus de celui qui consiste effectivement, compte tenu du fait qu'on a un nouveau boson, à aller explorer de la nouvelle physique. Il y a le mystère de la matière noire, le mystère de l'énergie noire. Où est passée l'antimatière? Vous, Étienne Klein, c'est quoi les questions qui vous obsèdent? C'est quoi les questions qui vous obsèdent? Non, mais non. Si on résume ce qu'on discute là, il y a la satisfaction de comprendre très très bien certaines choses, et en même temps, ça ouvre à des questions dont on ne voit pas très bien comment les résoudre, notamment parce que moi j'ai l'impression qu'on tombe aussi sur une limite du vocabulaire. On parle du vide. Bon, le vide dont on parle là, c'est pas le vide qui se résume à un espace dans lequel il n'y aurait rien. On parle en fait du vide quantique, mais le vide quantique, en relativité générale, théorie d'Einstein, il n'a pas de correspondant. Donc les physiciens théoriciens, en fait, ils travaillent avec deux vides dans la tête. Il y a le vide de la relativité générale, selon qu'on met une constante cosmologique ou pas, c'est pas le même. Puis il y a le vide quantique, qui est un vide duquel on peut rien extraire, mais qui contient plus de choses que le vide newtonien. Il y a des trucs dedans, il y a des particules virtuelles. Et la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir deux vides différents dans l'univers? S'il y en a deux différents, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans l'autre, et s'il y en a un qui est dans l'autre, c'est qu'il n'est pas vide. Enfin, bref, on tombe sur des questions presque de vocabulaire. Est-ce qu'on est sûr de bien parler de ce dont on parle? Voilà. Et ça me paraît être un problème symétrique d'un autre problème, qui est celui qui nous intéresse dans notre labo, qui est de prendre au sérieux les découvertes des physiciens, et puis d'essayer de voir en quoi elles changent, ou pas, nos façons de parler philosophiquement de certains sujets. Par exemple, les philosophes, ils parlent du temps, les physiciens parlent du temps, il y a des découvertes de physique qui changent notre façon de comprendre le temps. Est-ce que les philosophes en tiennent compte dans leur façon de parler du temps? Pareil pour le vide, pareil pour l'espace, etc. Et puis il y a une question, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais on est obligé de se la poser quand on voit l'efficacité des théories dont on parle là. C'est quel est le statut des lois physiques? Parce qu'on dit on va bientôt connaître l'origine de l'univers, vous l'avez dit, on s'approche. D'abord, on n'a pas la preuve qu'il y a une origine. Bon. Mais vous voyez bien, imaginons qu'on ait une théorie qui nous permette de prédire ce qu'a été l'origine de l'univers. Il y a une question qui restera posée, c'est que ce type de discours, il s'appuiera sur des théories physiques, ce qui suppose que les théories physiques sont déjà installées quand l'univers apparaît. Or, la relation entre l'univers et ses théories physiques, et les lois physiques, disons, c'est quand même une question métaphysique. Et je ne suis pas sûr qu'on pourra y répondre un jour. Par exemple, si vous supposez que l'univers a une origine, une vraie origine, c'est-à-dire au début, il n'y a rien, puis tout d'un coup, il y a un truc. Dans ce truc vont apparaître, je ne sais pas comment, les deux premiers électrons. Ils vont se repousser, parce qu'ils ont la même charge électrique. Mais nous, on dit qu'ils vont se repousser parce qu'on connaît les lois de la physique. Mais comment eux, ils connaissent les lois? Comment les deux premiers électrons savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Est-ce qu'ils disent la loi de Coulomb sur un tableau noir? Ou est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils demandent à l'univers, voilà, on a des charges opposées, enfin identiques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repousse en 1 sur R2, en 1 sur R3, qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais vous rigolez, mais personne ne sait répondre à cette question. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on a résolu tous les problèmes. On a bien dit qu'il y a des problèmes absolument insurmontables. J'en ai mentionné 2. Constante cosmologique égale à 0. Ça, c'est un problème qui est pour l'instant insurmontable. Le fait que la masse du boson de Higgs soit à l'échelle faible, c'est un autre problème insurmontable. On a parlé du vide quantique.
je vous le donne en mille, la mécanique quantique, le vide quantique, contribue à la constante cosmologique avec une puissance 10 puissance 122, très exactement. Attends, toi, quand tu dis ça, tu transposes un concept de relativité générale en physique quantique, alors que c'est incompatible. J'admets parfaitement ça. Le problème n'est pas là. Je dis bien que c'est dans la vision actuelle. La seule chose qu'on a trouvée au LHC, c'est un boson de Higgs qui nous explique un truc qui est l'origine de la masse, au sens où un électron, en fait, dans la théorie fondamentale, ça fait longtemps que c'est comme ça, hein, un électron, il n'est jamais tout seul, il y en a deux, en fait. Et c'est deux trucs différents. Il y a un électron qu'on appelle un électron gauche et un électron qu'on appelle un électron droit. Je n'irai pas dans les détails de la raison pour laquelle on dit gauche et droit. Toujours est-il qu'un électron qui a une masse, il a la gauche et la droite, et le boson de Higgs, c'est exactement ce qu'il fait. Il transforme la gauche en droite, droite en gauche, de gauche en droite, droite en gauche, en permanence. Ce qui fait que l'électron acquiert cette masse. C'est comme ça que ça fonctionne, fondamentalement. Ça, c'est sûr. C'est un truc qu'on vient d'établir, qu'on a vu, qu'on peut mesurer. Maintenant, tout ce qui est dit avant, tout ce qui est sur l'origine de l'univers, l'origine de l'univers, est évidemment extraordinairement spéculatif. Il y a des gens qui disent, par exemple, que ça ne converge pas vers une seule théorie, comme on a toujours pensé, mais au contraire, qu'on serait une espèce de réduction quantique, d'une espèce de mélange quantique, ou etc. Il y a plein de versions possibles. Donc, évidemment qu'à un moment donné, on spécule là-dessus. Pour ce qui est de l'électron, comment il sait comment interagir, on a quand même des éléments de réponse. Ils ne sont peut-être pas satisfaisants, mais on a quand même des éléments de réponse. Ça vient de symétrie, hein, parce que toutes ces théories-là reposent sur des symétries. Et à partir de principes de symétrie qui sont relativement simples, c'est une contrainte, c'est une nécessité. Les interactions sont comme elles sont. Elles ne peuvent pas être autrement si on a posé les bonnes symétries. Ce n'est pas qu'on peut jouer avec, ce n'est pas que l'électron peut décider s'il interagit ou pas. Il est obligé d'interagir en échangeant un photon dès qu'on a posé la symétrie. Et tout l'enjeu du 20e siècle jusqu'à les années 70, ça a été exactement ça. Quelles sont ces symétries? Une fois qu'on les a posées, tout découle, tout s'écrit systématiquement à un détail près, qui était la fameuse brisure de symétrie due au champ de Higgs. Tout le reste s'écrit. Donc, il y a des raisons, en tout cas, c'est peut-être pas les bonnes, mais en tout cas, on en connaît. Voilà, on a commencé par dire les grandes questions sur l'infiniment petit qui ouvre sur l'infiniment grand. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout ça. C'est à votre tour aussi maintenant de poser des questions. Si vous en avez dans le public, on peut un peu voilà, allumer. Si vous en avez, on a un micro à faire tourner. Je vais prendre... Hop, super, merci beaucoup. Avant de conclure cet échange, merci. Tout à l'heure, vous avez dit que... donc là, à l'heure actuelle, on peut expliquer juste 5% de l'énergie de l'univers, c'est ça? Comment on sait qu'on n'en explique que 5%? La matière noire. Corrigeons ça un petit peu. Chaque domaine essaie de défendre ses billes. Et les gens qui font de la recherche d'énergie noire, ils te disent que c'est tout l'univers, donc c'est ce qui est le plus important. Déjà, distinguons deux choses. Appelons-le, juste pour nous aider, l'énergie sombre et la matière noire, parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Hein. La matière noire, c'est un truc qui est gravitationnellement attractif. C'est juste que quand on regarde les galaxies tourner, elles ne devraient pas tenir. Elles ne peuvent pas tenir. Il n'y a pas assez de gravitation pour qu'elles puissent tenir dans ce qu'on appelle la matière visible. D'accord? Nous, c'est 100% de la matière visible. Tout ce qu'on voit dans l'univers, tout ce qu'on interagit dans l'univers, les photons, la masse, les êtres humains, tout ça, c'est dans le modèle standard. Tout ça, ça fait partie de notre physique. Ensuite, il y a cette énergie sombre qui est que le fait que l'univers est en expansion. Je vous ai donné un exemple qui marche, un champ scalaire. Il suffit d'en poser un, ça se met à gonfler. C'est probablement ce qui se passe, c'est ce qu'on pense, mais peut-être c'est autre chose. En tout cas, ça, c'est un élément. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que quand je mets le champ de Higgs pour faire gonfler l'univers, il gonfle beaucoup trop. Il y a une échelle, il y a des ordres de grandeur, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut trouver le moyen de faire en sorte que le couplage avec disons, l'énergie contenue ne courbe pas trop l'espace-temps. Hein, c'est un truc comme ça. Il faut un couplage vraiment très particulier. Donc, sinon, ça, c'est l'énergie noire. C'est le fait que l'univers est en expansion au début de façon inflationniste et maintenant de façon très, très lente. Le fait que ça soit presque zéro, c'est-à-dire que la courbure de l'univers, de l'espace-temps à la Einstein, la courbure est presque zéro, c'est un truc bizarre. Il ne devrait pas être comme ça. C'est un coup de chance absolument extraordinaire. Certains peuvent utiliser des arguments anthropomorphisme du genre « si on est là, c'est bien parce qu'il faut qu'il soit comme ça ». Donc, voilà. Ensuite, l'énergie noire, comme je disais, c'est attractif. Énergie noire, c'est, répulsif. Matière noire, c'est attractif. Et
Quand on dit noir, ça veut dire qu'on n'a absolument pas la moindre idée de ce que c'est. Hein. C'est pas qu'on a une théorie qui est bonne ou valable. Il y a absolument, tout est possible. On cherche depuis 30-40 ans. Il n'y a absolument rien qui a été vu qui donne le moindre indice. Et peut-être que ça n'existe juste pas et qu'il faut redéfinir la gravitation à grande échelle. Peut-être qu'il y a des phénomènes qu'on ne soupçonne pas à grande échelle, qu'on a raté. Ce n'est pas obligatoirement de la matière. Hein. Nous, c'est 100% de la matière visible et ensuite tout le reste, on ne le connaît pas. Je veux juste rajouter quelque chose. On ne sait pas ce que c'est que cette matière noire, mais par contre, on sait ce que c'est pas, ce qui est déjà un progrès. Hein. Ah oui. Et on ne sait pas on sait que ce ne sont pas les particules du modèle standard. Donc, on a fait tous les tests possibles en injectant dans le modèle standard, dans les modèles cosmologiques, les particules telles qu'on les connaît, et ça ne suffit pas à expliquer la rotation des galaxies, comme vient de le dire Yves. Donc on progresse déjà en ayant éliminé les usual suspects, qui sont les 5% qu'on connaît très bien. On sait que c'est pas ça, c'est pour ça que je peux dire que... Globalement, quand on dit quelque chose est noir... Énergie noire, c'est Einstein, la gravité, c'est ce que disait Étienne tantôt, hein, c'est le côté relativité générale. Ça peut être vu comme une constante cosmologique qu'on met dans la théorie de gravité. Et la matière noire, on a pensé longtemps que c'était du domaine des particules. En tout cas, ça ne semble pas être dans notre domaine des particules. Il n'y a rien dans ce que l'on connaît de la matière visible qui permet d'expliquer l'énergie noire. Là, j'ai un truc de plus à dire, c'est que le boson de Higgs, il a la petite idée de se coupler à tout ce qui a une masse. Donc, on pense que lui, c'est peut-être une fenêtre, peut-être une façon d'accéder, de se coupler, de voir, de façon indirecte en tout cas, d'aller sonder cette masse énergie qui manque dans l'univers, parce que lui, il la voit. Donc, on a quand même des espoirs, non pas de désespoir, des espoirs, en deux mots, de voir au LHC un couplage entre le boson de Higgs et des particules de matière noire. S'il y en a un qui peut le faire, c'est le boson de Higgs. Donc ça fait partie des choses que l'on recherche maintenant au collisionnaire à Genève. Et donc du coup, enfin moi, la chose quand même qui m'étonne, c'est que vous quantifiez à 5%. Je veux dire, c'est comment, enfin, à moins que vous ayez répondu dans tout ce que vous venez de dire, pourtant je pense avoir compris, mais pourquoi 5%? Non, mais alors tu prends des modèles cosmologiques, d'accord, tu mets tout ce que tu connais dedans, donc la matière connue, ce que tu intuites de la matière noire, voilà, et ton modèle, il faut qu'il tienne, et ça te donne des pourcentages de chaque ingrédient. En fait, voilà, c'est par déduction. Il y a un truc qu'on ne dit pas souvent, mais c'est relié à ça. En fait, l'idée au départ, c'est qu'on pense que l'on connaît le début. Encore une fois, avec la spéculation, tout ce qu'on veut, mais si on imagine que le début est dû à des fluctuations quantiques, et que ces fluctuations quantiques ont gonflé pendant la période de croissance exponentielle de l'univers, on peut essayer d'évaluer les structures, si elles ont la bonne taille, si elles sont distribuées, si la température est à peu près comme il faut, à peu près uniforme, pas tout à fait, etc., etc. Et là-dedans, on injecte dans ces modèles-là la matière et ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Donc, mais dans ça, c'est très, très, comment dire, indirect, un peu spéculatif. Le morceau le plus direct, c'est que vous regardez une galaxie, elle tourne, elle ne peut pas tenir. Les étoiles devraient partir comme par la force centripète. Et le truc, il faut rajouter de la matière pour que tout ça puisse tenir ensemble et ou quelque chose d'autre qui permet... donc ça, c'est comme ça que ça a été découvert, disons, est apparue la question de la matière noire. Et après, ça se complique. La vérité, c'est que ça se complique parce que les gens, ils se disent, ouais, ça ne marche pas exactement comme ci, donc il faut que la matière noire ait plus ou moins, se forme plus ou moins autour des galaxies, qu'elle encourage la nucléation des galaxies, tout ça, ça devient super compliqué. Et plus on avance, et plus c'est compliqué. Et pour ça que les gens commencent à se dire, tiens, peut-être qu'il faut vraiment maintenant chercher autre chose. Donc c'est un peu, on est un peu entre les deux en ce moment. Hein? Noir, ça veut dire on n'en sait rien. Hein? C'est pas que ça existe, c'est qu'on n'en sait rien. Autre question, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur les lois physiques. Et je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que le formalisme mathématique est contenu dans l'univers et il attend que l'être humain le découvre, ou alors c'est l'être humain qui crée le formalisme mathématique et il espère que ça soit adéquat pour expliquer l'univers? Étienne, ça c'est une question que se posait Einstein et... On peut quand même, quand on voit les réactions là, mesurer la solidarité qu'il y a entre nous, je veux dire entre les intervenants. Voilà. Non, mais c'est une grande question. C'est-à-dire que, par exemple, c'est Galilée c'est la fameuse phrase, le langage de la nature est écrit en langage mathématique. Lui, il pensait à la géométrie. Ça, c'est la phrase qu'on cite tout le temps. Mais en fait, il faut lire la fin de son paragraphe. Il dit, sans ce langage, il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot.
Et la question, c'est celle que vous posez, c'est que veut dire humainement? Est-ce que les mathématiques sont en langage humain, plus précis que le langage ordinaire, qui nous permet de poser des questions précises de la nature? Et en fait, on force la nature à nous répondre dans ce langage. Ou bien, deuxième possibilité, les mathématiques sont le langage de la nature que nous devons apprendre pour la comprendre. Et je pense que voilà, les gens oscillent entre ces deux attitudes. Ce qui est sûr, c'est que l'efficacité des mathématiques, comme on l'appelle, on fait référence à un fameux article de Wigner de 1964 qui pose cette question. Lui pensait que l'efficacité des mathématiques en physique, elle est déraisonnable. C'est comme ça qu'on traduit le mot. Il ne voulait pas dire déraisonnable, il voulait dire qu'on n'a pas d'explication de cette efficacité. Pourquoi ça marche? Voilà, c'est un constat. Alors, ce sera un trop long débat, mais moi, je suis très intéressé par les positions d'un physicien comme Paul Dirac, qui faisait remarquer que les physiciens n'utilisent pas toutes les mathématiques. Il y a des tas de branches des mathématiques que les physiciens n'utilisent pas. Et lui, il avait remarqué que les mathématiques qu'utilisent les physiciens, comme l'a dit Yves à l'instant, elles ont la propriété de proposer des symétries ou des invariances. Voilà. C'est pas, les théories physiques utilisent des formalismes dans lesquels on peut définir des grandeurs qui ne changent pas quand on effectue certaines opérations. Et lui, il expliquait ça en disant, finalement, les mathématiques qui ont ces propriétés-là, elles prolongent dans le domaine de l'infiniment petit les mécanismes de la vision ordinaire. Par exemple, s'il y a un verre qui est sur la table, voilà, je pose le verre, je dis c'est un verre. Parce qu'à partir d'un point de vue partiel, je conclus à l'identité globale du verre. Mais si j'étais sérieux, il faudrait que je fasse le tour du verre, que je le regarde sous tous les angles pour vérifier que quel que soit l'angle par lequel je le regarde, ça demeure un verre. Un élément de réalité qui disparaît quand je me déplace par rapport à lui, c'est que ce n'est pas un élément de réalité. Et donc, comme les mathématiques de la physique utilisent des grandeurs invariantes, peut-être qu'elles utilisent les mêmes mécanismes de la vision dans le domaine de l'invisible. Je ne sais pas s'il a raison, mais je trouve ça intéressant. Il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est que ce même Paul Dirac, il parlait très peu parce qu'il pensait qu'on ne devait parler que pour dire des choses vraies. Pas pour communiquer, pas pour demander comment ça va, etc. Soit on dit un truc vrai, soit on se tait. Et donc les gens ne savaient jamais trop comment l'aborder. Et Paoli, qui est un de ses collègues, un jour, qui voyageait en train en Angleterre avec lui, ne savait pas trop comment commencer une conversation. Et il saisit l'occasion qui lui est donnée lorsque le train traverse une prairie anglaise. Il voit des moutons dans la prairie. Et il dit à Dirac, regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, s'approche de la fenêtre, regarde attentivement, revient vers Paoli et lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci ». Et c'est vrai que quand vous voyez un mouton tondu, vous dites il est tondu alors que vous n'avez qu'un bout, peut-être de l'autre côté, il n'est pas tondu. Donc notre façon de raisonner généralise à partir d'un point de vue partiel en utilisant des espèces d'algorithmes d'invariance. Juste pour les curieux, donc moi, mon dieu en physique, mon héros personnel, c'est Feynman, parce que je pense que c'est le meilleur pédagogue de tous les temps en physique fondamentale. Il a donné des cours qui, fort heureusement pour nous, ont été enregistrés. C'est des cours qui n'étaient pas destinés à des physiciens, qu'il a donnés à l'université de Cornell et qui ont été mis en ligne. Je crois que c'est The Nature of Physical Laws. Donc pour les curieux, allez voir ça. Il y en a une sur les mathématiques pour la physique, qui est très drôle en plus. Prendre deux dernières questions. Oui. Ah ouais, à oui. voix. Mais allez-y, puis ensuite, monsieur, vous inquiétez pas. Déjà, on parle de l'univers en expansion, soyons bien clairs. On parle de l'univers visible en expansion. L'univers visible. L'univers, il est probablement beaucoup plus grand que l'univers visible.
pour qu'il soit visible, il faut encore qu'il soit accessible depuis 13,7 milliards d'années, qui est le temps de vie connu de l'univers. Quand je dis temps de vie connu, c'est qu'on prend toutes les galaxies qui s'éloignent, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent rapidement, et on fait le film à l'envers, et ça converge, et on trouve là, c'est 13,7 milliards d'années. Mais il y a peut-être des galaxies qui sont bien plus loin, où l'univers est peut-être 10 fois, 20 fois, 100 fois plus grand. Donc, c'est l'univers visible. Et ce film que l'on filme à l'envers, c'est ce qu'on connaît. Ensuite, ça, c'est juste le premier point pour juste mentionner que... Voilà. Et ensuite, ben, la question est un peu... Je suis sûr qu'Étienne a... le problème, ensuite, c'est vous dites dans quoi? Puis la prochaine question, je sais, ça va être quoi? C'est qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc, je les mets ensemble. Tout ce que je dis là est complètement spéculatif, mais beaucoup, en tout cas, un des courants de pensée, en tout cas, c'est que le temps et l'espace apparaissent avec l'univers, en fait. Et en fait, quand vous pensez à l'expansion de l'univers, c'est bizarre l'expansion de l'univers. Hein? Vous ajoutez de l'espace-temps, vous ajoutez du volume, vous ajoutez de l'espace-temps. L'expansion de l'univers, c'est vraiment de l'espace-temps qui s'ajoute en permanence. L'étoile tient ensemble parce qu'il y a la force de liaison, l'atome il tient ensemble parce qu'il est lié, mais partout dans l'univers, il y a de l'espace-temps qui s'ajoute. Qu'est-ce qu'on met dans l'espace-temps quand on ajoute de l'espace-temps? Non, il ne s'ajoute pas. Il ne colonise pas un truc. Il gonfle. Il gonfle. C'est pas pareil. Il y en a de plus en plus, en tout cas. Oui, parce qu'il gonfle, mais pas parce qu'il absorbe de l'espace. Moi, je dis qu'il se rajoute, parce que pour la simple raison que dans cet espace-temps, je mets du vide quantique, et dans ce vide quantique, avant, c'était bien, il était à zéro. Il n'est plus zéro maintenant, j'ai le champ de Higgs, puis lui, il y a une énergie potentielle non nulle dans le vide. Donc, j'injecte de l'énergie. Question, où est passée l'énergie? Dans tout l'univers. Rien dans la théorie oblige que l'énergie de tout l'univers soit conservée localement, dans un système fermé, je veux bien, mais pas de tout l'univers. Donc, ensuite, on peut discuter, on peut arguer longtemps avec... Mais tu fais comme si les deux espaces-temps, la relativité et la physique quantique, se combinaient. J'essaie de répondre, et je n'ai pas de réponse à ça, sinon on ne serait pas là. On serait à Stockholm à attendre Donc, la question, c'est... Ils ont le téléphone, hein, t'es pas obligé on pense, si on veut dire en quelques mots, que l'espace-temps est un phénomène émergent, et quand on demande comment il peut être émergent, inévitablement, on retombe sur la mécanique quantique, et là, à un moment donné, on s'arrête parce qu'on est dans la spéculation absolue. Oui. Comme le disait un grand physicien, si vous avez tout compris, c'est qu'on n'a pas été clair. Il est 18h, on va prendre la dernière question. Ah pardon, excuse-moi. Juste pour vous rassurer, hein, si j'ai fait de la physique des particules et pas de la cosmologie, c'est parce qu'en master, je me suis posé cette question et je me suis dit, j'ai un bug cognitif, donc faisons de la physique des particules. Je vais prendre la dernière question de monsieur. Oui, monsieur a déjà posé la question que je voulais poser. J'ai juste une deuxième question que j'avais par rapport au LHC. Quand vous dites les collisions, vous savez les reproduire toutes les combien en fait? Entre deux collisions, ça se fait tous les jours, toutes les secondes? Tous les 25 milliardièmes de seconde, on fait simultanément plusieurs dizaines de collisions proton-proton au cœur de chaque détecteur qui est sur l'anneau du LHC. Comme l'a dit Natacha, le boson de Higgs, produire un boson de Higgs, c'est un phénomène très rare. Donc pour se donner une chance de pouvoir l'étudier, il fallait un collisionneur qui nous permette de faire des collisions à haute énergie, ça on en a déjà parlé, mais aussi beaucoup et souvent. Et donc pour ça, on a des paquets de protons extrêmement intenses, extrêmement denses, qu'on fait se collisionner tous les 25 milliardièmes de seconde. Et ça nous a permis, depuis novembre 2009, où on a eu les premiers faisceaux qui circulaient et qui entraient en collision dans le LHC, de produire des millions de bosons de Higgs. Alors après, le truc, c'est qu'évidemment, il faut en plus se donner les moyens de les détecter, et ça, c'est une autre histoire. Donc ça reste un objet rare à regarder, y compris avec nos manips. Merci beaucoup, merci à vous quatre, merci à vous pour votre écoute, merci. Merci.